Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, afin de conclure 2024 en beauté, je vais vous parler d'un métrage qui a fêté cette année ses 100 ans. Et pour la première fois, évoquer donc une œuvre d'un grand monsieur du cinéma muet américain, Buster Keaton, à travers son Sherlock Jr., sorti donc en 1924, qu'il co-réalise avec Clyde Bruckman, avec qui il fera notamment le mécano de la Générale 2 ans après, et son mentor à l'époque, Roscoe Abercrombie, avec qui il avait fait ses premières gammes. Et bien sûr, Monsieur Buster Keaton n'est pas que derrière la caméra. Il est aussi devant, en double exemplaire, face à l'écran, derrière l'écran. Oui, il y a une mise en abîme assez folle ici pour l'époque. À ses côtés, nous avons une actrice qui interprète elle aussi deux rôles. Vous allez très vite comprendre le dédoublement ici de l'histoire. Catherine Maguire. Le père de Buster Keaton, Joe, est là également pour interpréter son potentiel beau-père, tandis que l'antagoniste est joué par Ward Crane. Il s'agit donc d'une comédie burlesque, assez onirique et surréaliste, qui va nous raconter l'histoire d'un projectionniste qui rêve d'être détective et qui court deux lièvres à la fois. C'est ce qui est évoqué dans le premier intertitre. C'est-à-dire que, en plus de cela, double métier potentiel, ok, c'est surtout qu'il convoite une jeune femme qui est la fille de son patron. Il est un peu rêveur, quoi. Et il va offrir à celle-ci un cadeau. Sauf que, comme tout est dans le double au niveau de ce film, elle est convoitée par un autre homme qui va tout faire pour se débarrasser de ce projectionniste en le faisant accuser d'un vol, d'une montre. Or, ironie de la situation, lorsque cette scène est mise en place, le projectionniste se propose lui-même pour être détective de sa première affaire. Sauf que très vite, en faisant fouiller les autres, on le fouille lui, et on trouve un ticket qui le confond un petit peu et l'accuse directement. Surtout que le cadeau qu'il offre à sa belle a le même prix, il l'a trafiqué. C'est bête, hein, pour faire croire qu'il avait offert un cadeau plus haute valeur à la dame. Bon, bref, le même prix que la montre qu'il aurait mise en vente à un prêteur sur gage. Ainsi, il n'est pas arrêté, mais mis dehors. Et il va essayer de se venger de ce soupirant là, de son rival, en le suivant de très près. Ça donne lieu à une scène de mimétisme absolu, de véritable chorégraphie. De toute façon, le film joue sur le corps et le déplacement, le mouvement, perpétuellement. Et derrière, de fil en aiguille, on va surtout rentrer dans une autre histoire dans l'histoire. Le temps d'une projection, il va s'endormir et se rêver, projeté dans le film qui projette. Où les protagonistes de sa propre vie, donc sa fiancée potentielle, la caissière, la fille du patron, c'est bien la fille du patron, hein, il me semble, hein, j'ai un doute là-dessus, mais bon. Et donc l'antagoniste vont être aussi des gens qu'il va filer en tant que détective, où il devient donc, dans cette fiction dans la fiction, le fameux Sherlock Jr., l'héritier de Sherlock Holmes. Et là, on rentre dans un délire, dans le sens où on sort de la réalité réelle du premier film pour rentrer dans la fiction, où il va pouvoir donner lieu à toutes les folies. Et un travail de montage, de trucage absolument exceptionnel. Évidemment, c'est un film que j'avais déjà vu, et qui est un modèle de ce cinéma muet-là, qui est propre à la magie globale. Donc, parce que au-delà des mots, derrière, on installe une histoire pour visuellement rentrer le spectateur dans un autre univers. Ici, Buster Keaton est un petit peu, disons-le, un des héritiers de Georges Méliès, transposant cela autrement, en étant lui-même, à la base, donc, un fan de magie. Il a voulu rendre hommage aussi à Houdini et autres confrères, oui. En utilisant des tours que ceux-ci ont utilisés pour les remettre un petit peu ici sur grand écran. Et ce qui est très fort dans le film, alors déjà c'est qu'il a un rythme d'enfer, c'est un moyen métrage, hein, c'est un terme qui n'existe pas trop en France, mais c'est un peu utilisé aux États-Unis. Je crois que c'est le terme short long film, long feature à l'époque, bon, peu importe la technique et tout. Hein. Bref, ça fait 45 minutes, donc on ne s'ennuie jamais. Et c'est surtout que dans la construction du récit, et des gags, qui sont tous en mouvement visuel ou qui jouent sur le corps de Buster Keaton, eh bien, c'est totalement en raccord avec ce qu'il vit.
les aventures qu'il vit, que ce soit dans sa réalité ou dans son rêve, qui ne font qu'un au final. Parce que dans ce rêve, il s'imagine justement réaliser quelque chose qu'il n'a pas pu faire au début du film, mais peut-être à la fin il va y avoir une sorte de happy end, double happy end d'ailleurs. Ok. Et alors là, c'est de la folie, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens, à l'époque et encore aujourd'hui, veulent à tout prix comparer Buster Keaton et Charlie Chaplin. C'est très différent. La seule approche commune qu'ils avaient, c'est qu'ils jouaient avec l'art et la magie du cinéma, dans le montage, etc. Chaplin peut-être moins à l'époque, mais par exemple, on pense au temps moderne. Moi, j'ai cette scène-là de patinage. Évidemment, on joue aussi sur des doubles décors, etc. Mais en 1936, c'était plus avancé que là en 1924. Et ce qui est réalisé là est très fort. Déjà parce que Buster Keaton prenait tous les risques. Et il a fait cela pratiquement toute sa carrière. Pas de cascadeur, c'est lui qui, donc, sur la moto, prenait aussi des chutes. Alors, tout était millimétré, le timing est absolu dans ce film. Que ce soit sur le côté magie, le montage, la façon de la filature directe. On peut imaginer qu'il y a eu plusieurs prises et plusieurs bandes qui ont été, peut-être pas d'ailleurs, gâchées. Peut-être pas, c'était peut-être répété bien en avance pour que, à l'époque, il fallait pas, donc, voilà, ils ne pouvaient pas faire 20 prises d'une même scène, quoi. Et c'est extraordinaire, c'est un vrai ballet. Et c'est aussi un travail de finesse, quoi, dans des moments bruts et hyper rapides. Je parlais du mouvement, mais Buster Keaton, par rapport à Chaplin, si vous voulez les comparer, alors lui, il était beaucoup plus dans l'utilisation de l'espace. Et donc des déplacements de son personnage principal. Et là, c'est très super cadencé, quoi. Donc tout ce qui se passe dans la scène de rêve, quand il est dans le film, la moto, tout est très... Voilà. Mais même avant, dans sa réalité, quand même un truc où à un moment, il poursuit son antagoniste, là, son concurrent, et celui-ci l'enferme dans un train, après il court sur le train, il s'accroche, il tombe au moment, voilà. Là aussi, finalement, il y a presque un prélude à ce qui sera encore plus poussé une fois qu'il va rentrer derrière l'écran de la projection. Et ce côté mise en abîme est très fort aussi parce que c'est le cinéma du rêve. Donc il rêve cinéma, il rentre dans le cinéma. Il y a aussi ce message qui était propre aux gens qui allaient voir le film à l'époque. C'est encore la vérité aujourd'hui. Le cinéma étant une forme de magie, tu as envie de t'évader ailleurs. Quand tu vas voir un film aussi, là, il propose l'expérience à travers cette mise en abîme. D'ailleurs, cette idée de projection dans le film, c'est un peu l'effet miroir de ce que Woody Allen fera en forme de remake déguisé, donc, sur un de ses meilleurs films, La Rose pourpre du Caire. Il y a clairement des hommages, de toute façon, au cinéma de Buster Keaton. Mais là, c'était plutôt le personnage qui sortait du film pour aller dans la réalité. Là, c'est quelqu'un de la réalité qui va dans le film. Et donc, oui, toutes les scènes qu'on peut voir, il y a des moments... Il y a vraiment de la magie, hein. Mais purement, à un moment, il y a une scène où il rentre dans un personnage, j'ai l'impression, à travers un mur, sauf que, en fait, l'acteur, il était de façon verticale comme ça, et dès que le personnage de Buster Keaton rentre, il y a une trappe qui fait qu'il retombe derrière, donc tu as l'impression, après il ressort du décor, qu'il est vraiment passé à travers. Ça a été fait sans coupage, ça, sans montage. Et sinon, bien sûr, travail de montage pour certaines scènes, parce que c'est ça la magie du cinéma aussi. Le montage, jouer avec le temps, jouer avec les espaces et la construction de plusieurs scènes. Et donc, le moment où il rentre dans l'écran, c'est très fort. En fait, c'est un système de double exposure, c'est appelé comme ça en anglais, en français, ça va être double exposition, où il fallait être très précis parce que à chaque changement de décor, ils retournaient une scène derrière et ils avaient pris une empreinte de là où il était pour pouvoir recommencer là où il était à la fin de la scène d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un immense travail à l'époque, il ne fallait pas se rater. Alors, à un certain moment, on voit que sur certains raccords, c'est pas tout à fait, mais peu importe, la magie prend. Parce que y a Buster Keaton qui a un vrai travail et dans sa narration, il ferait avaler toutes les couleuvres du monde, comme un bon magicien, quoi. Et voilà. Après, il y a ce côté naïveté là qu'on pourrait rapprocher à Chaplin, mais c'est moins dans le côté social que Chaplin, par exemple. Et voilà, que dire de plus? C'est, je pense, une bonne façon de conclure l'année 2024 qui a été riche pour ma part sur la chaîne, en tout cas en découvertes diverses et variées. Et d'ailleurs, je souhaitais vous remercier pour votre fidélité sur donc, ces 365 dernières vidéos. Peut-être plus, c'était pas une année bisexiste cette année, bon bref. Oui, une vidéo par jour depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas si en 2025 ça continuera sur ce rythme, je ne peux pas dire d'avance. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve dès demain, 1er janvier 2025,
pour ouvrir l'année avec autre chose, dans un style différent, mais peut-être pas tant que ça. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de vos souvenirs avec Buster Keaton, de cette magie, fonctionne-t-elle sur vous? C'est important aussi d'évoquer cela, parce que là on est dans la fabrique à rêve et à magie cinématographique avec ce genre de film. C'est clairement une allégorie même de la création cinématographique, ce genre de film. Mais ça raconte aussi quelque chose, et on rigole bien. Voilà, c'est aussi ça le principal avec ce genre de métrage. Voilà, à vous la parole. Bonne fin d'année 2024 à vous, et à l'année prochaine donc. Ciao!